Bonjour à tous, merci à tous d'assister à cette table ronde sur les nouveaux moyens de paiement. Donc à cette table, Philippe de Passorio, vous êtes Country Manager chez Adyen, et Régis Folbaum, donc vous êtes directeur des paiements de la Banque Postale. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, alors Régis Folbaum, la Banque Postale, je pense que tout le monde comprend de quoi il s'agit. Vous nous préciserez davantage tout à l'heure, mais on voit grosso modo, Philippe de Passorio, alors Adyen, vous êtes moins connu. Pourtant, on est nombreux ici, je pense, à avoir utilisé vos services, que ce soit à travers Uber, Airbnb, même Netflix potentiellement. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites? Alors, effectivement, Adyen n'est pas forcément un nom que vous avez l'habitude d'entendre. Cependant, en 2016, un acheteur français sur trois est passé sur la plateforme Adyen. Donc, si vous êtes venu ici, par exemple, en Uber, hein, comme vous le disiez, ou l'équivalent français, hein, donc chauffeur privé, le cab, si vous avez acheté un billet sur Booking.com, si vous avez acheté des articles magnifiques sur showroomprivé.com, ou voire même en boutique chez Célio, vous passez par la plateforme Adyen. Alors, pourquoi ces champions internationaux et français ont choisi la plateforme Adyen? Tout simplement parce que Adyen a développé une plateforme unique qui permet d'accepter les paiements pour les commerçants. Et ça, sur tous les canaux. Donc, que ce soit en boutique, que ce soit en ligne ou sur téléphone portable. Donc, en 2016, on a passé à peu près pour 90 milliards de dollars de transactions sur notre plateforme au niveau monde. Et en France, on travaille à peu près avec un peu plus de 120 commerçants. Et donc vous équipez aussi des magasins physiques, vous faites de l'omnicanal, la plateforme le permet en tout cas. Exactement, la plateforme le permet et j'espère qu'on abordera ce sujet un peu plus tard. Alors Régis Folbaum, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous êtes directeur des paiements de la Banque Postale. Quand on parle de nouveaux moyens de paiement, on parle aussi en fond du mobile. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Et est-ce qu'aujourd'hui, les nouveaux paiements, finalement, c'est globalement les paiements réalisés sur mobile? Alors, ce qu'il faut dire, c'est deux choses. Le premier, c'est avoir conscience qu'il y a un petit cercle dans lequel on trouve Adyen, d'autres fintech, un certain nombre de banques qui travaillent sur l'évolution et l'innovation, et donc qui peuvent regarder 2, 3, 4, 5 ans en avance. Et puis, on doit aussi réfléchir, quand on est, comme nous, banque et citoyenne, à embarquer, prendre avec nous tous nos clients, et sur lequel le rythme de la transformation, de l'évolution est beaucoup plus lent, en fin de compte, que celui que peuvent avoir tous les innovateurs. Je vous donne un exemple. La carte bancaire a été inventée il y a 30 ans et on a encore en France des chèques. On est sans doute le premier pays en Europe à avoir, enfin le plus gros utilisateur de chèques et sans doute le dernier aussi en Europe à en avoir. On va parler de paiement sur mobile, de biométrie vocale ou digitale. On va parler des instant payments qui vont arriver. Mais tous ces nouveaux moyens de paiement viennent s'ajouter à d'autres. On n'a pas réussi encore à en tuer. Donc c'est aussi, c'est un des premiers éléments que je voulais partager avec vous, sur lesquels je pense qu'il faut qu'on soit tous conscients qu'il y a une vitesse de transfert ou de transformation de l'économie et de l'usage de nos concitoyens qui est plus lent que ce qu'on veut bien imaginer. Alors, et pour répondre maintenant à votre question, effectivement, le mobile va être un des éléments fondamentaux de cette transformation pour deux raisons. Parce que le comportement d'achat se fait maintenant en mobilité. C'est-à-dire qu'historiquement, vous rendiez dans un magasin, après vous étiez derrière l'écran de votre ordinateur de bureau, un peu plus tard de votre laptop. Maintenant, quand vous êtes dans le bus, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans votre Uber, vous allez passer commande. Ça implique un certain nombre de changements. Ça implique, alors il y a des difficultés, parce qu'il faut qu'on soit avec des paiements qui soient aussi sécurisés, aussi fluides, aussi sympathiques, on va dire, et aussi, on va dire, pertinent que vous pouvez l'avoir dans le monde physique, dans lequel il y a des éléments physiques de sécurité. Mais il y a également plein d'opportunités qui sont apportées parce que le paiement, le smartphone maintenant, il est intelligent, il peut vous géolocaliser, on peut mettre ses empreintes digitales dessus. Il y a plein d'éléments qui embarquent et qui sécurisent aussi cette transaction. Donc voilà, il y a des défis et des magnifiques opportunités autour du paiement en mobilité. L'autre chose qu'il y a, c'est qu'historiquement, on était encore une fois sur deux rails différents. Le rail du paiement physique en magasin et le rail du ou du m-commerce. Demain, je pense que c'est l'omnicanalité va faire qu'on va fusionner tout. On parlait de Uber tout à l'heure, vous êtes dans Uber, vous êtes physiquement dans votre taxi, pourtant c'est avec une opération de type ou m-commerce que vous débouclez votre paiement.
Et donc, encore une fois, il va falloir qu'on applique de nouvelles règles de sécurité, de nouveaux parcours clients qui sont à inventer, à imaginer, sur lesquels Adyen a déjà formidablement avancé, que nous aussi, en tant que banque, on fait évoluer. Alors, Philippe de Passorio, quelles sont pour vous les grandes tendances du paiement aujourd'hui? Je vais rebondir sur ce qu'a dit Régis. Clairement, le mobile a explosé ces dernières années, mais notamment en 2016. Donc pour nous, ça représente 37% en fait, des transactions dans le monde sur notre plateforme. Voilà. Et en France? En France, on est dans ces eaux-là, c'est-à-dire 32, entre 30 et 32%. On a même des pointes dans certains pays comme l'Angleterre, l'Australie à 50%. Donc c'est clairement quelque chose où les marques doivent avoir une stratégie. Les marques il faut s'adapter à de nouveaux usages, voilà. et remplir un numéro de carte bleue et introduire Secure sur un téléphone, c'est quand même un petit peu compliqué. Alors je pense que justement, c'était compliqué d'acheter sur un téléphone portable il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez simple. Et le paiement a dû participer justement à ce déblocage d'achat sur téléphone. Parce que rentrer des coordonnées de sa carte bancaire sur un petit écran de quelques centimètres carrés, c'est pas forcément très sexy, il y a de la friction. Alors que là, avec du one-click par exemple, une technologie type Amazon, on peut en un clic acheter son bien sur téléphone. Et là aussi, je rebondis sur ce que Régis disait. On se rend compte que le téléphone devient même l'élément parfait pour casser les frontières entre le offline et le online. De plus en plus, on a des usages où le shopper, le client, va dans une boutique, va acheter avec son téléphone portable en un flap, grâce notamment aux wallets comme Apple Pay, Android Pay ou autres. Donc ça, ce sont des grosses tendances qu'on voit partout dans le monde. En France, c'est un petit peu plus timide aujourd'hui, mais bon, c'est des tendances qui vont arriver. On a vu aussi une grosse explosion en 2016. On avait vu un début de trend en 2014. C'est ce qu'on appelle le social commerce, donc le mobile conversationnel. Ou dans un outil, un social network, on peut acheter directement en un clic aussi un article. Ça vous l'observez en France? C'est une réalité aujourd'hui en France? Alors, nos exemples... Uniquement en Chine, et au Japon et en Indonésie? Non, c'est assez mondial quand même. Mais effectivement, si vous parlez de la Chine, il y a le géant WeChat. C'est 700 millions d'abonnés, 200 millions de cartes renseignées dans la plateforme. C'est énorme. Voilà. Et quand effectivement des Asiatiques ou des Chinois viennent en France, aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire véritablement, mais ils vont bientôt pouvoir payer avec ce nouveau moyen de paiement qui est WeChat, voilà, en boutique. Un autre élément aussi qu'on a vu, un gros trend en 2016, c'est la consolidation de data. On parlait d'omnicanal en début de session. Pour une marque, c'est extrêmement important en fait, d'avoir une vision globale de son client sur tous les canaux. Savoir que son client a acheté en boutique, sur son site internet, sur mobile. Et d'avoir cette vision complètement transversale va pouvoir effectivement aux commerçants de prendre des décisions business, de pouvoir enrichir aussi son programme de fidélité. Alors justement, pour bien comprendre les enjeux de data qu'il y a derrière les nouveaux moyens de paiement, est-ce que vous pouvez nous faire un petit topo de quelles données est échangées aujourd'hui quand on effectue un paiement entre vous, la plateforme, la banque et le e-commerçant? Alors, déjà, le paiement, c'est le point le plus proche du consommateur. C'est une étape obligatoire qui n'est pas toujours intéressante, agréable, mais c'est une étape qui est obligatoire et qui est extrêmement sécurisée et qui répond à des normes, notamment de PCI DSS ou autres. Et durant ce moment de transaction, on va échanger environ 140 data points. Voilà, le nom, prénom, l'adresse, les numéros des moyens de paiement. 140 data points. Donc grâce à ces data points, bien sûr, on va pouvoir identifier clairement le consommateur, le client, pour pouvoir lui proposer des services associés. Quel type d'informations vous récupérez en provenance du marchand? Alors, encore une fois, on va récupérer... Alors, vous avez des environnements qui sont plus ou moins fournis et on va dire trois grands niveaux de data qui sont transmis. Le premier en général, c'est le numéro du marchand, donc on va réussir à le localiser, avoir sa dénomination sociale. On a évidemment le montant de l'achat, la date et l'heure. Donc ça, c'est les données, on va dire, de degré zéro. On peut avoir, comme vous l'indiquiez, un certain nombre de champs qui sont véhiculés de manière supplémentaire, éventuellement sur un parcours, sur un numéro de device qui a été utilisé, sur un certain nombre d'environnements, donc ce qui permet de faire du scoring de la transaction. Et puis pour un certain nombre de données, si vous pensez quand vous voyez vos relevés de compte en banque avec que vous avez réservé un billet de train ou un billet d'avion, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des données de niveau 3, c'est-à-dire la classe du voyage, le routing que vous avez pris, le nom du passager, le numéro du billet, etc. Tout ça est véhiculé en tout ou partie
entre le commerçant et la banque qui fait l'acquisition de ces données. Et ces données peuvent être sont utilisées en niveau 0, on va dire, pour authentifier, autoriser et donc passer tous les filtres d'autorisation de lutte contre la fraude pour permettre à la transaction d'arriver. On est capable également de regarder, quand on est la banque qui a émis le moyen de paiement, quelle est la vélocité d'une transaction. Est-ce qu'on a de la cohérence? Par exemple, si Philippe vient de payer son Uber à Paris, tout d'un coup on a une transaction carte qui s'affiche entre guillemets à New York, on va avoir une forme d'incohérence parce qu'il ne peut pas forcément être dans deux lieux à la fois. Après, il faut scorer par rapport à ses habitudes. On peut parfois enrichir des données avec celles que nous fournit le commerçant. Donc l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, si vous avez l'habitude de réserver un Paris-Tour en seconde classe, quand vous voyagez avec la SNCF et que tout d'un coup vous réservez 8 places pour un Paris-Marseille en première classe, on peut avoir des informations là-dessus qui vont remonter. Est-ce que c'est inhabituel? Parce que la banque n'a pas forcément autant d'informations que le marchand. Donc on commence à partager des informations entre marchands et banques pour renforcer nos éléments de scoring mutuel. Alors ça, on le voit, les nouveaux paiements de mobile, c'est des paiements qui sont réalisés sans friction ou un minimum de friction. Idéalement, c'est un peu le test que mène Amazon aujourd'hui aux États-Unis. Vous ne payez même plus. Vous passez, vous rentrez dans le magasin, vous ressortez avec vos produits, vous n'avez pas à payer. En tout cas, il n'y a pas eu vous n'avez même pas appuyé sur un bouton pour payer. Concrètement, ça pose des questions en termes de sécurité. Comment est-ce que la data, justement, ce que vous expliquez, peut permettre d'améliorer cette sécurité, d'éviter la fraude et faciliter des usages simplifiés sans friction du paiement? Alors, encore une fois, la donnée, elle va être utilisée en fond. Alors, le premier moyen de sécuriser, on va dire, le moyen de paiement, c'est à l'enrôlement. C'est un élément qui est critique. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder encore une fois le typologie de comportement. Sans vouloir faire de la publicité pour Apple Pay, aujourd'hui, ce qui sécurise le moyen de paiement d'Apple Pay, c'est pas uniquement que vous avez mis votre empreinte digitale sur le lecteur d'empreinte, c'est tout ce que Apple capte autour comme information sur le device, sur l'usage, le comportement, etc. Et donc, ce sont des éléments qui sont congruents, on va dire, pour permettre d'autoriser la transaction. Il en est de même encore une fois, dans ce que vous décrivez. Est-ce que vous êtes, c'est la première fois que vous allez, donc encore une fois, on va appliquer un niveau de vigilance beaucoup plus élevé quand vous êtes sur une première transaction. Si vous allez tous les jours chercher dans un Starbucks Coffee votre café que vous payez, encore une fois, il n'y a pas de nature à regarder. C'est ce qu'on fait très bien dans le e-commerce. Vous commandez sur Amazon, sur ces discounts, un certain nombre de produits avec un panier moyen de 80 € que vous faites livrer chez vous. Il n'y a pas de raison, on va dire, de déclencher de fil contre la fraude. Si à un moment vous avez demandé un écran plat de 100 cm et que vous le faites livrer dans des quartiers qu'on pourrait qualifier de sensibles en ayant changé votre adresse habituelle, tout de suite vous allez allumer un certain nombre de drapeaux rouges qui vont être signalés. Donc encore une fois, on utilise la data au niveau commerçant et au niveau de la banque pour sécuriser ces transactions. Philippe de Passorio, est-ce que c'est une nouvelle façon de faire de l'authentification forte? Est-ce que cette data permet ça? Alors, nous, ce qu'on fait chez Adyen, effectivement, c'est toute cette data qu'on a agrégée. Des algorithmes vont travailler pour pouvoir identifier au mieux donc, ce client et du coup analyser des comportements frauduleux. Les exemples qu'a donné Régis tout à l'heure, c'est évidemment des choses que les algorithmes peuvent voir tout de suite. Vous êtes en Europe de l'Est, vous achetez un produit en France pour une livraison en Afrique du Nord, il y a un comportement qui est frauduleux. Et ça, l'algorithme le voit toujours. Il y a un red flag qui s'allume et qui va pouvoir à un moment donné bloquer l'étape du paiement. Après, on a ce qu'on appelle le 3D Secure. Voilà, le 3D Secure permet aussi de limiter grandement la fraude. Par contre, le challenge avec le 3D Secure, c'est que si vous êtes extrêmement restrictif dans la lutte contre la fraude, du coup, vous pouvez perdre du chiffre d'affaires. Donc, il faut trouver le sweet spot, il faut trouver juste le juste milieu entre un combat contre la fraude, mais qui peut laisser un petit peu passer de la fraude, et puis derrière, ne pas casser non plus du revenu, parce qu'un client qui pourrait payer ne peut pas, à cause du 3D Secure, il n'a pas son portable avec lui. Je voudrais juste rappeler que les banques méritent de gagner de l'argent parce qu'elles prennent des risques. Et que c'est un arbitrage continu qu'on doit faire, alors quand on octroie du crédit, mais aussi quand on autorise un moyen de paiement entre de la gêne client, parce que le meilleur moyen qu'il n'y ait pas de fraude, c'est qu'on bloque toutes les cartes. Mais dans ce cas-là, ça ne fonctionne plus. Notre volonté aussi, c'est de favoriser, je rappelle que le paiement, c'est quand même
la pierre angulaire de toute l'économie. C'est-à-dire que chaque commerçant, chaque artisan, chaque entreprise s'attend, une fois qu'elle a livré son bien ou son service, à être payée. Donc, être capable de véhiculer des paiements, enfin, c'est pas pour rien que la loi de programmation militaire a identifié un certain nombre de banques ou d'opérateurs comme des opérateurs d'importance vitale, c'est qu'on doit assurer, encore une fois, cette vitalité de l'économie, en jouant sur des paramètres qui sont de faire baisser les taux d'abandon dans le e-commerce ou dans le commerce physique, donc d'enlever, on va dire, le bruit qui est pas de la vraie fraude, et de favoriser, encore une fois, l'émergence de nouveaux canaux et de nouveaux modes de consommation sans être sans être trop prudent. Et encore une fois, ce qu'on fait avec l'intelligence artificielle, avec l'exploitation de la donnée, des algorithmes qui évoluent en permanence, permet encore une fois de fluidifier ce commerce, d'apporter une plus grande satisfaction à nos clients et aux consommateurs, et de permettre aux marchands et on va dire au commerce de se développer. Vous avez un projet, Régis Folbaum, à la Banque Postale, de créer un système d'encaissement pour compte tiers. Est-ce que vous pouvez nous évoquer ce sujet, notamment ce que vous comptez proposer en magasin, et de remettre ça justement en relief avec cette problématique d'aujourd'hui sur les paiements? Alors, à la Banque Postale, on tente le grand écart, à la fois d'aller accompagner des clients, y compris qui sont en fragilité économique ou à la frontière, on va dire, de l'univers bancaire. Donc ça, c'est un premier élément. Et puis, on développe aussi les moyens de paiement de demain. On parlait Philippe évoquait le 3DS pour sécuriser les transactions. Nous, on va bientôt lancer en juin le paiement par biométrie vocale, qui est une alternative au SMS, et ce qui se porte très bien au commerce en mobilité. On a déjà un certain nombre de manières de débloquer des transactions à travers des applications de paiement. C'est qu'au lieu de recevoir un 3DS, vous allez juste vous authentifier sur une app qui est dans votre téléphone. La réglementation évolue et tout ce qui est lié à l'encaissement pour compte de tiers demande l'intervention de nouveaux acteurs. Et donc, dans ce cadre-là, la Banque Postale s'est dotée d'un établissement de monnaie électronique qui s'appelle EasyNess, et qui sera en capacité d'encaisser pour compte de tiers. Donc encaisser pour compte de tiers, c'est quand vous allez sur une marketplace, c'est pas toujours Amazon qui vend, ils sont parfois juste la boutique pour d'autres acteurs. Donc il faut qu'on arrive à identifier les paiements qui vont chez Amazon et puis ceux qui doivent mettre de côté pour d'autres acteurs. Donc nous, on a créé cet établissement de monnaie électronique, plutôt, on va dire, pour commencer au sein du groupe La Poste, dont la Banque Postale est évidemment une des filiales, et pour pouvoir permettre l'encaissement pour compte de tiers, demain des postiers, d'un certain nombre d'activités qui font du cagnotage, de la collecte pour des associations. Et pour revenir sur votre question, offrir également ce qu'on appelle des systèmes d'encaissement intelligents, donc des tablettes qui, avec un MPOS, donc c'est un petit device, permettront d'accepter des paiements par carte en magasin et ou en mobilité. D'accord. Donc effectivement, on voit ça se répandre aussi de plus en plus, des tablettes qui remplacent finalement le terminal de paiement en magasin. Et qui permet, en fin de compte, alors d'apporter à tous les petits commerçants les éléments qu'ont les grands acteurs. C'est-à-dire pour la possibilité de faire du CRM, de regarder la fidélité des clients qui revient, de lancer, de faire du couponing, un certain nombre d'opérations, tout en ayant un coût d'accès qui soit extrêmement bas et donc accessible à tout le monde. Alors, Philippe de Passorio, justement, l'arrivée des tablettes et des téléphones pour payer en magasin, ça signifie la fin des terminaux de paiement, ou comment vous voyez les choses, vous? Non, je pense pas. Non, enfin, faut poser la question aux fabricants de terminaux de paiement. Non, ils sont pas là. Alors je vous demande. Ils sont pas là. Donc nous, on travaille beaucoup avec l'un d'eux, c'est-à-dire qu'on fait pas notre propre hardware. On a un accord avec l'un d'eux justement pour pouvoir qui n'est pas un Génico. Pour pouvoir processer des paiements en magasin, parce que du coup, nous, notre valeur ajoutée, elle est dans la plateforme technologique. Voilà. Et du coup, quand vous connectez ce terminal à Internet, il se connecte directement à cette plateforme. Et c'est pour ça que du coup, le commerçant a une vision globale des achats qui sont faits sur la plateforme. Donc non, je pense pas. Alors, il y en a encore pour 10, 20 ans au moins, parce que pour changer un usage, c'est pas si simple. Il faut savoir que quand même, même si on parle beaucoup de mobile, online, 90% du chiffre d'affaires est fait en boutique, des commerçants est fait en boutique. Après, ce qui se passe, c'est que un shopper, un client, peut commencer une expérience d'achat en ligne et la terminer en boutique, et vice-versa.
Et c'est en ça où la data est importante pour le commerçant, pour pouvoir reconnaître justement ce client qui a commencé son achat en ligne ou qui a fait un achat en ligne et il va le retirer en magasin, donc le fameux click and collect, ou l'inverse, il est en magasin, il veut acheter un produit, il l'essaye, un beau t-shirt bleu, mais il le veut en blanc, il n'est pas en stock, donc il va l'acheter en magasin avec sa carte et le recevoir le lendemain à la maison. Donc il y a des tas d'exemples comme ça où le marché a énormément évolué. En tout cas, le marché va plus vite en général que les organisations. Donc il y a quelques années, on le disait tout à l'heure, on n'achetait pas sur téléphone portable. Aujourd'hui, on achète dans une même journée, en boutique, sur téléphone, online. Et si le commerçant n'est pas prêt à recevoir toute cette information-là pour pouvoir la traiter et fidéliser son client, il y aura une frustration quelque part. Et juste un point sur lequel je veux rajouter, et on ne peut pas segmenter la population. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des gens qui sont 100% mobiles, d'autres qui sont 100% laptop ou ordinateur portable et 100% dans le commerce physique. On va tous passer de l'un à l'autre. Il y a un côté d'ubiquité qui est extrêmement important. Et donc, à la fois, on doit ne laisser personne sur la route ou sur le côté de la route, et de l'autre, on doit être capable d'accompagner, comme le disait Philippe, les gens qui vont passer d'un canal à l'autre sans qu'on puisse dire telle typologie de clients, on sait qu'ils seront toujours sur le canal mobile ou le canal en magasin. Philippe de Passorio, c'est quoi l'avenir du paiement, sur quoi vous travaillez aujourd'hui chez Adyen? Est-ce que c'est plus une couche de service, de CRM pour les marchands, ou c'est plutôt de nouvelles technologies de paiement? Donc, nous, on est une société purement technologique. On travaille énormément en fait pour rendre le paiement transparent. Voilà. Plus le paiement est inexistant, donc c'est paradoxal, moins on est visible, plus on a réussi notre mission. On a tendance à dire que dans le paiement, invisible is cool. Voilà. Uber est la meilleure expérience, ou chauffeur privé, le cas pour citer des sociétés françaises, des clients français, sont des superbes exemples. Vous profitez d'un service et à aucun moment vous sortez votre carte ou votre téléphone portable. Donc on travaille énormément là-dessus, rendre vraiment très très fluide. Vous parliez tout à l'heure d'Amazon, qui a une belle initiative de tester Amazon Go, donc les boutiques où il n'y a pas besoin de passer par la caisse. Vous rentrez dans la boutique, vous vous identifiez avec votre téléphone, donc sur un portique. Vous prenez vos articles dans les rayons, vous sortez, vous n'êtes jamais passé par la case paiement. Voilà, c'est l'expérience Uber en magasin. Mais vous avez payé quand même. Mais voilà, à un moment donné, il faut payer. Oui. Ouais. Et ça, à la Banque Postale, c'est une préoccupation justement de simplifier au maximum, ou ça correspond vraiment, de votre point de vue, seulement à des usages liés à une certaine génération ou à certaines personnes? Je rejoins tout à fait ce que dit Philippe. On sait que le paiement invisible, c'est ce vers quoi on tend. À la Banque Postale, encore une fois, avec notre mission d'être banque et citoyenne, ce que j'aime dire, c'est qu'on a la tête dans les étoiles, donc on se projette largement en avant, mais on garde les pieds sur terre et on essaie d'accompagner tous nos clients et nos concitoyens pour passer, on va dire, peut-être pas d'une rive à l'autre, parce que c'est fortement connoté, mais voilà, pour évoluer. Donc on doit prendre le temps qu'il faut pour installer, et encore parmi nos concitoyens, des gens qui sont réfractaires au paiement sans contact par carte. Ils pensent que c'est risqué, que c'est dangereux, qu'il va leur arriver plein de choses. Donc le paiement invisible, on le regarde par exemple sur le nombre de concitoyens qui apprécient le paiement différé, donc par débit différé, vous êtes débité sur votre compte en fin de mois. Il y a plein de gens qui trouvent que c'est pas forcément efficace, qui sont moins en maîtrise ou moins en gestion de leurs dépenses. Et donc voilà, donc on doit accompagner encore une fois ces états d'esprit, ce changement culturel, pour que ceux qui veulent le paiement invisible puissent en profiter partout où ils le souhaitent, et puis ceux qui veulent pouvoir faire une gestion qui soit plus maîtrisée, ou qui leur paraît, ou qu'ils perçoivent comme plus maîtrisée, soient en mesure de le faire. Donc je vous dis, on accompagne les deux mouvements, d'un côté pour permettre à nos clientèles fragiles ou traditionnalistes, on va dire, de pouvoir utiliser les moyens de paiement traditionnel ou historique, et puis de proposer la biométrie vocale, la biométrie digitale. On va lancer d'ici la fin du mois le paiement mobile sans contact, donc le paiement pour l'authentification par biométrie vocale au mois de juin. Voilà. C'est quoi le paiement par biométrie vocale? Ça remplace quoi? Ça sert à quoi? Alors, ça remplace en fin de compte l'authentification renforcée qui arrive, comme le disait Philippe tout à l'heure, par 3DS. C'est-à-dire que vous êtes sur un site web, et au lieu d'avoir à saisir votre numéro de carte et le code de sécurité unique qui va vous être envoyé, en fin de compte, vous allez recevoir un appel sur votre portable, vous allez dire « je m'authentifie par la voix pour sécuriser ma transaction » ou la phrase que vous aurez décidée. La biométrie vocale va vous authentifier, et donc le numéro de carte, l'identifiant, vous savez ce qu'il y a au dos de votre carte,
unique va changer et la transaction sera validée. Donc, ce qui offre en fin de compte un niveau de sécurité nettement renforcé. Nous, c'est un dispositif qu'on teste, alors qui a demandé beaucoup de travail aussi avec la CNIL pour autoriser, on va dire, le stockage et ces différents protocoles, qui a été validé en février 2016 par la CNIL. On a poursuivi nos développements. On a 500 personnes qui testent, enfin qui utilisent plutôt que testent ce produit, qui sont membres de notre lab, et avec des taux de retour extrêmement positifs. Ça simplifie quoi concrètement? Ça m'évite de remplir ça vous évite d'avoir à remplir et de recevoir votre le numéro de SMS3DS, carte, le cryptogramme que vous avez au dos de sécurité. et le code à usage unique. Donc c'est quand même beaucoup de simplification et ça sécurise la transaction largement. Ouais, effectivement, et je pense que ça fluidifie aussi l'expérience utilisateur. Il faut savoir qu'en France, en tout cas ce qu'on voit sur notre plateforme, le 3D Secure, vous perdez à peu près 12 points de conversion. C'est une friction. Oui, pour un marchand, c'est du chiffre d'affaires dormant, en fait. Donc c'est là où la data ou ce type de système. Il y a beaucoup qui sont réticents à installer 3D Secure pour ça aussi. Enfin, oui, voilà, donc ils prennent du risque. Et c'est pour ça que la data dont on parlait tout à l'heure, la connaissance parfaite du client, donc nous on appelle ça l'ADN du client, le shopper DNA, va nous permettre de retarder peut-être le 3D Secure au maximum. Voilà. Mais parfois il faut mettre le 3D Secure en place, mais la data va pouvoir le retarder. Et donc, encore une fois, si vous avez avec de la biométrie vocale, vous diminuez le taux d'abandon dans votre panier. Ce que je voulais dire, c'est que donc il y a 500 personnes qui l'utilisent et on a des taux de retour très positifs, et y compris sur une dispersion en termes d'âge qui est assez importante. Il se trouve qu'on a dans notre lab des gens qui sont plutôt des quinquas. Et donc, là où on aurait pu craindre que Talk2Pay, et donc la biométrie, l'authentification par biométrie vocale ne concerne qu'un groupe de jeunes geeks entre 25 et 35 ans, il y a un taux d'adhésion extrêmement fort, y compris alors, à travers tous les types de catégories socio-professionnelles ou de géographie, mais également en termes de classe d'âge. Donc c'est quelque chose qui est plutôt non clivant. Qu'est-ce que vous avez d'autre du coup dans les cartons pour les années à venir? À quoi vous réfléchissez, sur quoi vous travaillez? Alors, le paiement mobile, ça, c'est des choses qu'on va sortir. On se préoccupe évidemment des paiements instantanés. Donc, il serait la capacité pour nos concitoyens, d'ici l'année 2019, de pouvoir faire des paiements jusqu'à 15 000 euros, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en envoyant tout simplement un identifiant. Et donc, ça sera une transaction qui sera plutôt opérée sur des rails de type virement, sauf qu'au lieu de mettre 2 jours à arriver et être crédité sur votre compte en banque, je dirais à Philippe, écoute, on a partagé la course, hop, je t'envoie un virement instantané, j'aurai le débit instantanément de mon compte, et puis Philippe l'aura directement sur son compte, au bout de 10 secondes. Donc ça, c'est une grande révolution. Crédité dans les 10 secondes. Crédit instantané, donc débit et crédit instantané. Alors c'est une belle révolution, c'est une belle évolution qui pourrait mettre un peu, qui reposera un certain nombre de questions sur les parcours clients, en magasin, sur Internet, qui permettra de sécuriser un certain nombre de choses, mais qui va aussi créer de nouveaux défis en termes de fraude. Donc il va falloir inventer les nouveaux éléments d'intelligence pour optimiser le parcours client, maximiser les revenus que pourront faire les acteurs économiques et minimiser la fraude. Philippe de Passario, alors quelles sont les tendances sur lesquelles vous travaillez? C'est quoi les grands projets, les grandes idées sur lesquelles vous planchez? Les grandes idées. Au moins. On est toujours comme on a une plateforme technologique, on est une société technologique, la data pour nous va nourrir effectivement les évolutions. On sort une release de la plateforme toutes les 4 semaines. Voilà. On n'a pas d'historique en fait à traîner, donc on est vraiment sur le développement des nouvelles fonctionnalités, applications. On était les premiers à mettre Apple Pay sur notre plateforme, WeChat Pay sur notre plateforme. Bon. Et la recherche justement de cette donnée client pour fluidifier au maximum, sans friction, le paiement, c'est l'étape ultime pour nous, c'est cette recherche-là. Enrichir de la data et pour fluidifier le paiement. Un exemple, un de nos clients hollandais de Bijenkorf, l'équivalent des Galeries Lafayette en Hollande. Vous achetez plusieurs fois sur le site internet des articles et puis vous cumulez des points, vous avez des remises, 10 € de remise. Vous allez en boutique, et au moment de payer, c'est extrêmement fort. Au moment de payer, on va tout de suite voir que vous pouvez bénéficier de 10 € de remise parce qu'on savait que vous avez aussi commandé sur le site de Bijenkorf. Donc là, au niveau expérience utilisateur, c'est extrêmement agréable.
d'autres clients aux États-Unis, une grande marque de sport, où ils ont installé des mini-salles de sport en fait, dans le magasin. Donc, vous savez, ils sont très experience first aux États-Unis. Donc, vous pouvez tester les chaussures, les t-shirts. Et il y a un vendeur qui vient avec sa tablette volante, enfin, en tout cas, un vendeur volant avec sa tablette mobile, qui vient pour pouvoir processer le paiement directement. Voilà, donc c'est mi-en boutique, mi-internet. Voilà, c'est tout ce genre d'expérience utilisateur. On est très expérience utilisateur focus. Voilà. Très bien, merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci.